Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du système bancaire tunisien. C'est un peu comme découvrir les règles d'un jeu. Un jeu très sérieux avec des enjeux énormes pour tout le monde. C'est un monde qui peut paraître complexe, c'est vrai, mais on va le décortiquer ensemble. Alors, voilà ce qu'on a au programme. On va d'abord voir qui est le grand chef d'orchestre, le gardien du système. Ensuite, on ouvrira le livre des règles. Puis, on parlera des gros risques et comment on les gère. On jettera un œil aux innovations financières. Et pour finir, on se demandera, mais à quoi ça sert tout ça? C'est parti. Allez, première étape, le gardien du système. Parce que, c'est comme dans n'importe quel jeu, il faut bien un arbitre, non? Quelqu'un qui siffle les fautes et s'assure que la partie est juste. Dans la finance tunisienne, qui joue ce rôle crucial? La grande question, c'est donc qui tire les ficelles? Qui a le pouvoir d'établir les règles du jeu monétaire en Tunisie? Eh bien, la réponse, c'est elle, la Banque centrale de Tunisie. C'est vraiment l'institution clé, le pivot de tout le système. C'est elle l'arbitre, le régulateur, le chef d'orchestre. C'est une pièce maîtresse. Et attention, ses pouvoirs sont énormes. Pensez-y. C'est elle qui décide des taux d'intérêt, ce qui influence directement le coût du crédit. C'est elle qui gère les coffres du pays, l'or et les devises. Elle imprime la monnaie qu'on utilise tous les jours. Et surtout, elle a un œil sur toutes les autres banques pour s'assurer qu'elles ne font pas n'importe quoi. Bref, elle est partout. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec l'arbitre, il est temps d'ouvrir le fameux manuel des règles. Parce que pour rentrer sur le terrain financier, et surtout pour y rester, il y a des principes de fonctionnement très stricts à respecter. Alors, comment on devient une banque en Tunisie? Eh bien, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a ce qu'on appelle la procédure d'agrément. C'est un véritable parcours du combattant. Il faut monter un dossier hyper détaillé et une commission spéciale va tout éplucher. La solidité du projet, la réputation des fondateurs et bien sûr s'il y a assez d'argent derrière. C'est un filtre très sélectif. Et une fois la banque créée, ce n'est pas fini. À l'intérieur même de chaque banque, les règles imposent un équilibre des pouvoirs. D'un côté, on a le conseil d'administration. Eux, leur job, c'est la stratégie. De l'autre, le comité d'audit, qui est un peu le gendarme interne. Lui, il vérifie que tout est fait dans les règles. C'est ce duo qui permet d'éviter les dérives. Ok, on a l'arbitre, on a les règles du jeu. Mais on le sait, la finance, c'est un domaine à haut risque. Alors la question suivante est cruciale. Comment est-ce que le système se protège contre une éventuelle catastrophe? Et attention, les règles ne sont pas là juste pour faire joli. Il y a de vraies sanctions. Prenez le secret professionnel, par exemple. C'est sacré. Si un banquier le viole, ce n'est pas une petite tape sur les doigts. Non. C'est une infraction pénale, prévue par l'article 254 du Code pénal. Ça montre à quel point on ne rigole pas avec la confiance. Un autre risque majeur, ce sont les mauvais crédits. Pour éviter que ça ne fasse couler la banque, il y a un mécanisme clé, le provisionnement. C'est comme mettre de l'argent de côté au cas où. Plus un prêt semble risqué, plus la banque est obligée de bloquer des fonds pour couvrir la perte potentielle. Pour les actifs les plus pourris, c'est même 100%. C'est une sorte de matelas de sécurité. Au-delà des risques financiers, les banques sont aussi en première ligne du combat contre l'argent sale. Elles doivent absolument savoir à qui elles ont affaire, vérifier l'identité des clients, surveiller de très près les comptes des personnalités politiques, et bien sûr, si une transaction leur paraît louche, elles ont l'obligation de la signaler. Bon, mais le monde de la finance, il ne s'arrête jamais de bouger. Il y a sans cesse de nouvelles technologies, de nouveaux produits. Alors, comment les règles s'adaptent-elles à cette économie moderne? Un exemple parfait, c'est la monnaie électronique. Aujourd'hui, on paye de plus en plus avec nos téléphones, nos cartes. L'argent n'est plus juste des billets. La réglementation a dû suivre et définit maintenant très clairement ce qu'est cette monnaie. C'est la preuve que les règles ne sont pas figées dans le marbre. Et l'adaptation, ce n'est pas que technologique. C'est aussi la place faite à d'autres modèles, comme la finance islamique. La différence est fascinante. Dans un prêt classique, on prête de l'argent avec intérêt. En finance islamique, l'intérêt est interdit. Alors on trouve d'autres montages. Par exemple avec l'Idjara. La banque achète un bien et le loue à son client. Ce n'est plus un prêt d'argent, mais une opération sur un bien réel. Alors, on a vu l'arbitre, le livre de règles, la gestion des risques, les adaptations. Mais au fond, pourquoi toute cette machine si complexe? Quel est le but ultime de tout ce système? La réponse tient en quelques mots, mais ils sont essentiels. Tout ça, c'est pour assurer un environnement économique stable et de protéger ceux qui placent leur confiance dans le système. C'est ça le cœur du réacteur, la stabilité et la confiance. Donc, si on résume, tout ce qu'on a vu se ramène à ces grands objectifs. Protéger les dépôts, assurer la stabilité du système, garantir son intégrité et bien sûr faire en sorte que le crédit irrigue l'économie. Chaque règle a une de ses finalités. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion pour le futur. Aujourd'hui, la finance se numérise à toute vitesse. Le cadre réglementaire actuel, qui est robuste, sera-t-il capable de s'adapter assez vite aux innovations de demain? C'est vraiment le grand défi qui attend les gardiens du système. Une partie qui est loin d'être terminée.